Bonjour chers étudiants, donc nous allons continuer ce chapitre sur les décisions de financement et nous allons entamer la troisième section, choix de la structure financière. Donc le choix de la structure financière, c'est une question très importante dans la théorie financière et se pose le problème suivant: quelle est la structure financière optimale que doit adapter l'entreprise pour mieux exploiter les moyens financiers disponibles de façon à maximiser la rentabilité de l'entreprise et réduire bien sûr le coût de financement. Donc le problème de la structure financière se réduit en quelque sorte au choix d'une combinaison optimale entre les capitaux propres et la dette. Et cela en essayant de minimiser le coût, comme on a dit, et de maximiser la rentabilité de l'entreprise, bien sûr, tout en préservant l'équilibre financier. Alors, pour discuter de ce sujet, donc plusieurs théories ont été développées, mais on va retenir rapidement les principales théories. C'est la théorie des bénéfices nets. Donc cette théorie stipule que les différentes ressources qui aident à financer l'entreprise ont des coûts inégaux. Donc l'entreprise, par suite, devra chercher à maximiser la part accordée à la ressource la moins coûteuse pour réduire le global de son financement. Alors, l'idée de cette théorie, c'est que les moyens pour financer l'entreprise ont différents coûts, comme on a déjà vu dans la partie pratique, ou dans la partie du calcul du coût de financement. Donc chaque moyen de financement a un coût spécifique et par suite, il n'y a pas de relation qui existe entre ces moyennes, il n'y a pas de relation qui existe entre l'utilisation de ces différents modes de financement. Donc l'entreprise doit tout simplement choisir le moyen financier le moins coûteux pour financer son projet. Alors la deuxième théorie, c'est la théorie de Modigliani et Miller. Alors pour cette théorie, en absence d'imposition, le coût moyen pondéré des ressources est constant. Quel que soit le taux d'endettement, la valeur de l'actif économique de l'entreprise est indépendante du mode de financement. Donc pour cette théorie, il parle de la neutralité de la structure financière sur le coût du capital. C'est-à-dire, quelle que soit la combinaison dans l'endettement et de capitaux propres, toujours le coût moyen pondéré est constant. Et cela, c'est dans le cadre d'une absence d'imposition. Parce qu'il y a une deuxième version de la théorie de Modigliani et Miller dans laquelle il y a l'imposition. Et bien sûr, dans ce cas, cette neutralité est remise en cause. Donc cette neutralité est remise en cause. Troisième théorie, c'est la théorie classique. Donc cette théorie prend une position médiane entre les deux théories précédentes. Alors, cette théorie dit qu'il y a une relation qui existe entre les différents modes de financement, c'est-à-dire entre l'endettement et les capitaux propres. Et cette relation, elle est développée par ce qu'on appelle le ratio d'endettement qui est égal qui est égal à D, c'est l'endettement sur le capital. Alors, dans cette perspective, l'effet de levier explique la relation qui existe entre les coûts de financement par endettement et le coût de financement, bien sûr, par capitaux propres. Donc, cette théorie, c'est une théorie sur laquelle on se base pour faire le calcul de l'effet de levier. Donc, elle stipule qu'il y a une relation directe entre le financement par endettement et le financement par capitaux propres. Et même, elle développe la relation que nous allons voir, ce qu'on appelle l'effet de levier, donc développé par cette théorie. Et dans cette théorie, l'effet de levier, elle est développée à partir bien sûr, de la relation qui existe au sein du bilan. Donc l'effet de levier financier peut être introduit sur la base d'une schématisation du bilan réduite. Donc le bilan d'une façon, comme on a déjà vu, on a la partie active et la partie passive, et aussi les décomposer. Donc à partir de cette relation,
cette théorie va développer ce qu'on appelle l'effet de levier. On note RE, c'est le taux de rendement d'exploitation ou de rentabilité économique. Donc on a déjà vu ça dans l'analyse financière. Donc RE il est égal à résultat d'exploitation sur l'actif total. On note RE d'exploitation sur l'actif total. Et RF, le taux de rentabilité des capitaux propres. Donc RF il est égal le résultat net sur capitaux propres. Donc ces deux indicateurs RE et RF vont être utilisés pour développer la relation qui existe entre le financement par capitaux propres et par endettement à travers ce qu'on appelle l'équation de l'effet de levier. On note TI, c'est le taux d'intérêt, et TS, c'est le taux d'imposition. Donc, après un calcul développé par sa théorie, il arrive à la relation finale, c'est que la rentabilité financière, elle est égale à la rentabilité économique plus la rentabilité économique moins le taux d'intérêt, le taux multiplié par le ratio, ou ce qu'on appelle le ratio d'endettement, c'est D sur la valeur d'endettement sur la valeur des capitaux propres. Donc, entre parenthèses, on multiplie le tout par 1-TS pour prendre en considération l'effet de l'imposition sur l'équilibre total de la structure financière de l'entreprise. Donc, on note que D sur CP, c'est le ratio d'endettement, ou ce qu'on appelle aussi le ratio de levier qui traduit la structure de financement, et RE moins TI, c'est le bras du levier, c'est-à-dire l'effet de levier, c'est le bras de levier de cette équation. On passe aux critères d'utilisation de l'effet de levier et comment on peut interpréter cet effet de levier. Donc, on a la première situation, c'est que lorsque la rentabilité économique est supérieure au taux d'intérêt, donc une augmentation du ratio d'endettement, D sur CP, entraînera une amélioration de la rentabilité financière. Donc on dit que dans ce cas que l'endettement est favorable pour l'entreprise. L'effet de levier est positif. Donc on revient à l'équation. Donc lorsqu'on a RE supérieur à TI, automatiquement, donc l'endettement est favorable pour l'entreprise parce que cette valeur va être positive et par suite elle va augmenter la rentabilité financière de l'entreprise. Inversement, si RE est inférieur à TI, dans ce cas, cette équation, on va avoir une valeur négative ici et par suite, chaque fois que l'on augmente l'endettement, donc cette valeur devient encore plus grande et ce qui va réduire la rentabilité financière. Et enfin, si RE est égal à TI, l'endettement n'a aucun effet sur la rentabilité financière. Le rendement des actifs permet de compenser entre les coûts des dettes. Alors, on a déjà vu ça dans l'analyse, plutôt dans l'étude d'investissement, et on a dit que lorsqu'on a un taux de rendement qui est supérieur au taux d'actualisation de l'entreprise, donc l'entreprise doit toujours choisir un taux d'actualisation pour évaluer son investissement qui soit au moins supérieur ou égal à la rentabilité économique de la rentabilité propre de l'entreprise. Donc c'est à partir de cette relation que l'on peut tirer cette information. Donc si RE supérieur à TI, donc chaque fois l'augmentation de l'endettement va entraîner une augmentation de la rentabilité financière. Donc voilà, on passe à un autre élément, c'est l'effet de levier et la mesure du risque. Donc à partir toujours de l'équation de l'effet de levier, on calcule la variation de la variation de la rentabilité financière. Donc après calcul fait, on trouve que la variation de la rentabilité financière, elle est égale à la variation de la rentabilité économique, facteur de 1 plus D sur CP. Donc je passe sur la partie calcul et comment on a fait tout ça. Donc je me concentre tout simplement sur la formule finale. Donc la variation de la rentabilité financière représente ce qu'on appelle le risque que peut courir l'entreprise. Donc chaque fois que la variation elle est positive, donc on a le risque, la variation du risque financier donc va augmenter. C'est une représentation du risque.
Donc le risque des actionnaires représenté par les variations de la rentabilité financière, ici dans cette formule, dépend du ratio d'endettement. Donc cette valeur va changer si ce ratio, bien sûr, va changer. On a une variation, on a une relation directe entre la variation de la rentabilité financière et le ratio d'endettement. Il augmente, donc cette variation, elle augmente avec le financement par endettement comparé au financement par capitaux propres. Et on voit que si l'endettement augmente, cette variation augmente et par suite le risque augmente. On va prendre un exemple pour voir cet effet de levier et voir le risque et comment on va calculer tout ça. Donc pour cela, on envisage un investissement de 2000 kilos, plutôt de 2 millions de dirhams, donc 2000 kilos dirhams, et on envisage 3 combinaisons de fonds propres et d'endettement pour financer certains investissements. Donc la première combinaison, c'est qu'on va financer tout l'investissement par les capitaux propres et l'endettement, on n'a pas d'endettement. La deuxième combinaison, c'est on va décomposer cet investissement en deux. On va financer une partie par 50% par capitaux propres et le reste 50% par endettement. Troisième combinaison, c'est on va financer 500 000 kilos dirhams par capitaux propres et 1500 par endettement. Et on va voir quelle influence sur l'effet de levier, la rentabilité financière et bien sûr sur le risque. Donc le résultat d'exploitation ici posé égal à 500 kg dirhams pour quel que soit le mode de financement. Le coût de l'endettement est estimé à 10% et le taux d'imposition à 30%. On vous demande de calculer la rentabilité financière en fonction des 3 combinaisons et évaluer l'effet de levier. Et par suite, on va évaluer le risque couru par les actionnaires si la rentabilité économique évolue de 10%. Donc on va, pour résoudre ou pour solutionner cet exemple, on passe au tableau. Donc on a les capitaux propres, la première combinaison, deuxième et troisième combinaison. Donc la première, on finance la totalité par les capitaux propres, deuxième 1000 et troisième 100. Par suite, endettement, on a 0, 1000 et 1500. L'investissement total, c'est toujours 2000, 2000, 2000. Et enfin, on a le résultat d'exploitation, c'est toujours égal à 500, 500, 500. Et bien sûr, les frais financiers qui vont s'ajouter au résultat d'exploitation vont bien sûr dépendre de la combinaison de choix de financement. Donc pour le premier cas, on n'a pas de frais financiers parce qu'on n'a pas d'endettement, donc on a les frais financiers, c'est 0. Pour le deuxième cas, on a les frais financiers, c'est 1000 multiplié par 10%, ça donne 100. Et pour le troisième cas, c'est 1500 multiplié par 10%, donc c'est dans 150. Et par suite, le résultat avant impôt, c'est 500 moins 0, c'est 500, 500 moins 100, c'est 400, et 500 moins 150, c'est 350. On ajoute l'impôt sur le résultat, donc c'est 500 multiplié par 30%, c'est 150, et on a les autres valeurs pour les 3 cas. Et enfin, on trouve le résultat net de cet exercice, de ces 3 combinaisons, 350, 280 et 245. Vous voyez que dans un premier temps, que le résultat net de cette combinaison sans de financement, ou plutôt la première combinaison, le financement sans endettement, elle est nettement supérieure aux autres, mais voyons ce que dit la rentabilité économique et la rentabilité financière. Donc si on calcule la rentabilité économique, comme on a déjà vu, c'est le résultat d'exploitation sur le résultat net, donc on trouve que c'est 25%, sur le montant d'investissement, c'est 25%, 25%, 25%. D'accord? C'est toujours la même. Le résultat financier, donc sur le résultat net sur le capital propre, donc il va dépendre bien sûr de la part de financement par capitaux propres. Et on voit que le résultat financier commence à augmenter parce qu'on divise le résultat net par
la partie des capitaux propres et on voit que si la partie de capitaux propres a réduit, et par suite, la rentabilité financière a augmenté. Donc, la rentabilité économique elle est toujours constante, c'est 25% pour les trois combinaisons. La rentabilité financière, par contre, a augmenté. Chaque fois qu'on augmente le montant, l'endettement, et le ratio d'endettement à partir, c'est D sur C. Donc, premier, il est égal à 0, donc on n'a pas de dette, donc c'est 0. Deuxième, c'est 100 sur 100, donc c'est 1. Et troisième, c'est 1500 sur 500, donc ça donne 3. Le bras de levier, c'est RE moins TI, donc le taux de rentabilité économique moins le taux d'intérêt, c'est 15%. 15%, c'est toujours constant. Et enfin, on calcule la rentabilité financière par l'effet de levier, on trouve que c'est la même valeur que les valeurs calculées par la première formule. Donc voilà, donc on constate que la rentabilité financière de l'entreprise va augmenter si il augmente le financement par endettement. Il arrive jusqu'à 49% lorsqu'il finance 3 fois le projet par endettement. Par contre, s'il finance la totalité par ses capitaux propres, elle est égale à 17%. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la rentabilité économique, le taux RE, elle est supérieure à TI, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est de 10%. Donc on a intérêt à financer l'entreprise par endettement. Et c'est le cas ici. Donc, on passe maintenant à le calcul du risque couru par les actionnaires et on voit que le risque couru par les actionnaires est calculé par la formule de variation de la rentabilité financière. Elle est égale à la variation de résultat d'exploitation facteur de 1 plus D sur CP. C'est la formule qu'on a déjà vue. Dans notre exemple, on a dit que la variation de la rentabilité économique elle est estimée à 10% pour les années prochaines et nous allons calculer le risque couru par les actionnaires si cette variation de rentabilité économique est de 10%. Donc le ratio d'endettement qu'on a déjà calculé dans la formule, elle est là, 0,13, donc elle est là, 0,13, et on commence à calculer la variation de la rentabilité financière. Donc 10%, facteur de 1 plus 0, donc c'est toujours, ça reste 10%, donc le risque couru dans la première combinaison, c'est 10%. Pour la deuxième combinaison, donc on a le ratio d'endettement, elle est égal à 1, donc je remplace ici, 1 plus 1, ça donne 2, multiplié par 10%, donc c'est 20%. Et pour le troisième cas, c'est le ratio d'endettement est égal à 3, 3 plus 1 c'est 4, multiplié par 10%, donc ça donne 40%. Donc le risque couru par les actionnaires suite à une augmentation de la rentabilité économique de 10% croît avec l'augmentation de le ratio d'endettement. Et on voit que pour le premier cas c'est 10, c'est 20 et c'est 40. Donc ça montre le risque que l'entreprise va courir si jamais elle augmente son financement par endettement. Donc le premier cas c'est tout simplement 10%. Deuxième cas c'est optimal puisque la rentabilité a augmenté tout avec un taux de risque de 20%. Mais lorsqu'on passe à 3, donc c'est très dangereux. 40%, c'est un ratio très élevé de risque. Donc on est presque arrivé à 50%, c'est-à-dire je vais gagner, on a une probabilité presque égale à 50%, soit je vais gagner, soit je vais perdre. C'est comme si je fais un jeu. Et c'est risqué pour l'entreprise de se lancer dans le cadre, dans un investissement avec un risque de 20%, avec un risque de 40%. Déjà 20%, c'est un risque très élevé. Donc il faut que l'entreprise ne doit pas dépasser cette valeur.
Alors, on passe maintenant aux règles de l'équilibre financier. Ces règles d'équilibre financier sont établies généralement par les institutions bancaires et par les théories financières. Donc, on a la première règle, c'est l'équilibre financier minimal. Les emplois stables doivent être financés par des ressources stables. On a déjà expliqué ça, on a déjà dit ça. Les ressources durables de l'entreprise doivent couvrir les besoins de la politique d'investissement générée par le cycle d'exploitation. C'est-à-dire, on ne doit pas financer les investissements par les dettes à court terme ou par les dettes à court terme. Généralement, on se base sur le financement des investissements par des financements, soit des financements durables, c'est-à-dire des capitaux propres ou des dettes à long terme. C'est une règle importante dans le cadre de l'investissement. Deuxième règle, c'est l'endettement maximum. Le montant des dettes de financement ne doit jamais excéder le montant des fonds propres. D'ailleurs, au niveau des banques, jamais une banque ne va vous donner des crédits ou des crédits d'investissement qui dépassent le montant d'investissement, sauf pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore de fonds. Donc c'est l'État qui intervient pour garantir en quelque sorte et tout ça, pour lancer les petites entreprises et les petits entrepreneurs. Donc on ne peut pas financer un investissement par des fonds constitués essentiellement par des emprunts. Pourquoi? Parce qu'on a dit, comme on a vu dans l'exemple ci-dessus, donc on a vu que le risque va devenir très grand, c'est 40%, donc c'est à éviter. Troisième règle, c'est la capacité de remboursement. Et ça, c'est aussi très important. Le montant de la dette de financement ne doit pas présenter plus de 3 à 4 fois la capacité d'autofinancement annuel moyen prévu. C'est-à-dire, on a déjà calculé, lorsqu'on fait les décisions d'investissement, on arrive à calculer la CAF générée ou les cash flows générés par le projet, et aussi dans la partie du CPC, la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Donc, une règle générale, c'est que la capacité d'autofinancement, ce sont des ressources qui vont en quelque sorte décomposer en deux, l'autofinancement et les dividendes. Alors, l'autofinancement permet de payer ou de rembourser le principal d'un crédit. Parce que lorsqu'on demande un financement par endettement, on a deux éléments qui constituent cet endettement. On a le capital et les frais financiers. Les frais financiers sont enregistrés dans le CPC et ils sont payés au cours de chaque année, mais pour le capital et le remboursement du principal, il est remboursé par l'autofinancement qui va rester au sein de l'entreprise. Et par suite, si jamais le montant de financement dépasse 3 à 4 fois la capacité d'autofinancement annuel de l'entreprise, l'entreprise ne pourra jamais rembourser ses dettes. Et d'où la nécessité de cette règle, d'où la nécessité de respecter cette règle. Le montant de la dette de financement ne doit pas dépasser 3 à 4 fois la capacité d'autofinancement annuel prévue. Finalement, on arrive sur le choix de mode de financement. Donc voilà, une fois qu'on a vu les règles pour choisir le mode de financement approprié, on a vu comment calculer le coût de chaque mode de financement. Donc il ne reste plus que de voir quelle est la façon optimale de choisir le mode de financement le plus approprié. Et cette situation se présente, c'est lorsque les moyens de financement sont abondants. Parce que si jamais vous n'avez pas les choix, donc vous êtes obligé. Donc dans le cadre de l'obligation, toutes ces règles ne vont pas s'appliquer. Vous êtes contraint de choisir le mode de financement que vous trouvez. Mais pour des grandes entreprises, généralement, les moyens de financement sont abondants et le choix du mode de financement doit être effectué en fonction des coûts et des risques liés à leur modalité. C'est-à-dire, comme on a vu, donc toujours prendre en considération ce qu'on a étudié.
Les critères qui permettent ces choix sont essentiellement les taux actuariels du mode de financement. Donc on calcule les taux actuariels de chaque mode de financement, les flux de décaissement monétaire actualisés pris en considération avec les frais financiers et tout ça. Donc ils vont aussi nous indiquer le flux de décaissement le plus intéressant. Et on a aussi la valeur actuelle nette et le taux interne de rentabilité des fonds pour faire ce choix. Donc ce chapitre se termine à ce niveau-là et je vous remercie pour votre attention et bonne chance.